Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce deuxième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons ensemble passer en revue les différentes façons d'écrire les nombres et nous allons voir comment, au cours de l'histoire, la façon de concevoir une quantité et de l'écrire a évolué. Nous pourrons ainsi mieux comprendre d'où vient le système que nous utilisons aujourd'hui, comment il fonctionne et comment nous en sommes arrivés à l'utiliser. Compter est devenu une activité courante et essentielle de nos vies modernes. Nous le faisons pour payer nos achats, pour mesurer des temps de cuisson et une quantité importante de choses sans même nous en apercevoir. Et nous allons voir ensemble que ce qui nous semble aujourd'hui totalement naturel est en réalité loin d'être aussi trivial. Si nous ne pouvons pas réellement dire s'ils sont capables de compter, de nombreuses expériences montrent que les animaux sont quand même capables de différencier différentes quantités. De l'abeille aux mammifères, en passant par de nombreuses autres espèces de vertébrés, comparer deux quantités semble être profondément ancré dans le règne animal. Les animaux et nous-mêmes sommes en effet capables, sans vraiment les compter, d'évaluer et de différencier des petites quantités d'objets. Vous n'allez en réalité pas avoir besoin de compter pour me dire que dans cette image il y a 4 pommes, dans celle-ci il y en a 3, ou dans celle-là qu'il y en a 5. Effectivement, cette capacité d'évaluation sans comptage fonctionne très bien pour des petites quantités inférieures à 5 ou 6. Mais dès que les quantités dépassent cette valeur, nous allons nous mettre simplement à énumérer les objets un après l'autre pour savoir combien ils sont. Sur cette image par exemple, je suis sûr que vous n'êtes pas en mesure de me dire combien il y a de pommes, alors que si vous les regardez une à une, vous pourrez me dire qu'il y en a 15. Cette capacité innée pour comparer des quantités est essentielle à la survie des espèces pour trouver de la nourriture ou éviter un trop grand nombre d'ennemis. Mais la capacité de pouvoir communiquer avec ses semblables sur ces quantités a été tout aussi décisive pour le développement des sociétés humaines, puisque cela a permis de prévoir et d'anticiper. En communiquant, on peut alors compter pour gérer la répartition de la nourriture ou le nombre d'animaux dans un élevage. Le premier outil pour compter a bien sûr été les mains et les doigts. Mais les mains ont l'inconvénient de ne pas garder de traces des valeurs et en plus de devoir servir à autre chose. La solution la plus simple a donc été de dessiner des traits. Un objet, un trait, deux objets, deux traits, etc. Ce système est appelé le système unaire car il n'utilise qu'un seul et unique symbole. Cette technique extrêmement simple est employée depuis la préhistoire et le support d'écriture était des bâtons. Ces bâtons étaient généralement des morceaux de bois ou d'os sur lesquels des entailles sont faites pour compter les objets. Et le plus vieil exemplaire de bâton de comptage retrouvé à ce jour date d'environ 43 000 ans. Nommé l'os de Lebombo, c'est un os de singe comportant 29 encoches. Cet os a été retrouvé dans une grotte des monts Lebombo, au Swaziland, un petit pays à la frontière de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Les hypothèses actuelles penchent pour un calendrier de lunaison en mesurant le temps d'un cycle lunaire qui est également de 29 jours. Ce serait donc le plus vieux calendrier connu. Mais d'autres universitaires avancent l'hypothèse que ce calendrier rudimentaire était utilisé par les femmes pour suivre leur cycle menstruel. L'os étant cassé à une de ses extrémités, rien n'est totalement sûr, mais ces deux hypothèses sont à l'heure actuelle les plus probables. D'autres exemples plus récents existent comme l'os d'Ishango, vieux d'environ 20 000 ans et retrouvé dans l'actuelle République démocratique du Congo. L'efficacité de ce système rudimentaire a fait qu'il a perduré au fil des siècles. En effet, ce système est idéal pour noter des quantités qui peuvent varier. Il suffit en effet d'ajouter un trait pour augmenter la quantité de 1. Et pour cette raison, il est régulièrement utilisé pour compter les points lors d'un match. Mais il peut également être utilisé pour d'autres raisons beaucoup moins ludiques, comme ce panneau d'une plage hawaïenne affichant le nombre de personnes disparues à cause des courants marins. Cependant, sa simplicité est également la source de son inconvénient majeur. Compter avec des traits devient rapidement ardu quand il y en a beaucoup. Des variations ont ainsi vu le jour qui consistent à rassembler les traits par groupe de 5, mais le problème reste le même, une fois que l'on a beaucoup de symboles, on perd rapidement le compte. Ce système très utilisé par les bergers continuera néanmoins à évoluer et à se complexifier au fil des siècles, de façon différente dans plusieurs endroits du monde. Cependant, le principe restera le même, à savoir séparer les traits par paquet en variant l'orientation ou la façon dont se croisent les encoches pour représenter des quantités plus grandes. Et c'est justement pour pallier à ce problème du nombre important de traits, et en s'inspirant des différentes orientations pour différentes valeurs, que va germer l'idée de remplacer ces traits par plusieurs symboles ayant chacun leur propre valeur. L'une des plus vieilles traces de tel système employé date de 3000 ans avant notre ère. L'inconvénient de créer de nouveaux symboles est largement balancé par l'avantage d'écrire moins de symboles. On peut alors remplacer par exemple 10 symboles valant 1 par un seul symbole valant 10. Une valeur s'écrit alors en utilisant autant de fois que nécessaire les différents symboles et se lit en additionnant les valeurs de chaque symbole. Mais on retrouve alors le même problème qu'avec le système unaire dès qu'il y a une grande quantité de symboles 10 à écrire. Pour remédier à ce problème, il suffit alors de créer de nouveaux symboles désignant des quantités plus grandes. Cette technique est bien sûr plus compliquée que le système unaire puisqu'il y a plus de symboles à connaître, mais la vitesse d'écriture et de lecture est grandement améliorée puisqu'il est possible de représenter de grandes quantités avec très peu de symboles. Nous pouvons par exemple citer le cas de l'Égypte antique où les scripts de l'époque des pharaons profiteront de la facilité d'écrire sur des papyrus pour créer des symboles travaillés et esthétiques. Comme nous, ils comptaient de 10 en 10 et dans leur système de glyphes, chaque nouveau symbole valait 10 fois le symbole précédent. Ils avaient donc créé des symboles pour représenter les valeurs 1, 10, 100,
1000, etc. jusqu'à 1 million. Les Mésopotamiens, proches voisins des Égyptiens, vont quant à eux travailler principalement sur des tablettes d'argile. Ils utiliseront donc des petits bâtons de diamètres différents pour créer leurs symboles. De plus, ils avaient une façon singulière de compter puisqu'ils appréciaient tout particulièrement le nombre 60 pour la facilité à le diviser, et cela a fortement influencé leur système de numération. En effet, ils avaient des symboles qui valaient tantôt 6 fois et tantôt 10 fois le symbole précédent pour pouvoir faire des groupes de 60. Ils ont donc créé des symboles pour les valeurs 1, 10, 60, etc. jusqu'à 36 000. Les Romains ont eu eux aussi leur propre système de numération. Les recherches actuelles tendent à montrer que les Romains ont utilisé au début les différents symboles étrusques. Ces symboles sont le résultat de la complexification du système lunaire dont nous avions parlé plus tôt chez les bergers. Mais au lieu d'utiliser simplement ces symboles, ils vont progressivement les remplacer par les lettres de leur alphabet se rapprochant le plus de chaque symbole. Pour ce qui est du reste, le fonctionnement est très proche du système des glyphes puisqu'il suffit d'additionner la valeur de chaque symbole. Ils vont ainsi représenter les valeurs 1, 10, 100 et 1000, ainsi que des valeurs intermédiaires 5, 50 et 500. Les Romains ne créeront pas de nouveaux symboles au-delà du M signifiant 1000, et se contenteront simplement d'ajouter un trait appelé vinculum au-dessus du symbole pour signifier que sa valeur est multipliée par 1000. En traçant un deuxième trait, la valeur du symbole est une nouvelle fois multipliée par 1000. Cette idée leur permet de s'affranchir du besoin de créer de nouveaux symboles, et avec seulement 7 symboles et le vinculum, toutes les valeurs peuvent ainsi être représentées avec le système de numération romain. Cependant, l'écriture à l'aide des glyphes va continuer à évoluer de son côté pour tenter de s'affranchir de ces nombreux symboles. Au début du 2e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, le royaume de Babylone va étendre son pouvoir dans la région. Cependant, ils vont tenter de s'affranchir des nombreux symboles mésopotamiens et vont inventer une nouvelle façon d'écrire les nombres. Pour commencer, ils vont se limiter uniquement à 2 symboles, un premier symbole valant 1 et un second symbole valant 10. Ensuite, ils vont partir du principe que la valeur d'un symbole change en fonction de sa position dans le nombre. Ce système d'écriture s'appelle la notation positionnelle, puisque c'est la position du symbole qui détermine sa valeur. Comme leurs prédécesseurs, ils apprécient fortement le fait de rassembler les quantités par 60. Les Babyloniens vont donc compter normalement avec leurs 2 symboles jusqu'à 59, mais une fois arrivés à 60, ils vont créer une nouvelle colonne à gauche et utiliser le symbole unité. Tous les symboles écrits dans cette seconde colonne voient leur valeur multipliée par 60. Les symboles écrits dans la colonne de droite gardent, eux, leur véritable valeur. Il est ainsi possible, avec 2 colonnes, d'écrire tous les nombres jusqu'à 3599. Et pour continuer, une fois cette deuxième colonne totalement remplie, il suffit alors de créer une 3e colonne. Tous les symboles écrits dans cette 3e colonne verront leur valeur multipliée par 3600. Et l'on peut continuer ainsi sans aucune limite en créant autant de colonnes que nécessaire. Dans chaque nouvelle colonne créée, la valeur des symboles sera 60 fois plus élevée que dans la colonne précédente, et si cette technique vous semble familière, c'est parce que ce système est extrêmement proche du nôtre. La différence vient du fait que les colonnes multiplient par 60 la valeur chez les Babyloniens, alors que dans notre système, la multiplication se fait par 10. Cependant, le système babylonien souffre d'un défaut important. Ils n'ont en effet pas de symbole signifiant l'absence de valeur. Si une colonne ne devait contenir aucun symbole, elle était alors laissée vide. L'idée est en soi simple et rudimentaire, mais il devient alors vite compliqué de savoir si un espace correspond réellement à l'espace entre 2 colonnes, à une colonne vide, ou même à l'espace entre 2 colonnes vides. Pour pallier à ce problème, vers la fin du 2e millénaire avant notre ère, les Babyloniens commenceront à utiliser un symbole oblique pour indiquer une colonne vide afin de faciliter la lecture et éviter toute confusion. Plusieurs systèmes de numération fonctionnant sur ce même principe de position vont être créés en Asie. Mais un nous intéresse tout particulièrement, le système de numération indien. Ce système possède 9 symboles différents permettant de représenter les nombres de 1 à 9. Comme chez les Babyloniens, pour continuer à écrire des nombres plus grands, il est alors nécessaire de créer une nouvelle colonne à gauche. Le symbole inscrit dans cette deuxième colonne a alors une valeur 10 fois plus grande que s'il était dans la colonne directement à droite. Mais les Indiens vont créer un nouveau symbole désignant une colonne vide. Si cela semble être une simple imitation de ce qui existait chez les Babyloniens, cela n'est pas réellement le cas puisque ce symbole n'est rien de moins que le 0. Et contrairement aux Babyloniens, ce symbole n'est pas là uniquement pour marquer les colonnes vides, mais s'inscrit comme les autres nombres dans une représentation d'une valeur. Une valeur nulle, certes, mais une valeur quand même. Des débats existent encore à l'heure actuelle sur la plus vieille apparition du 0 tel que nous le connaissons et le concevons. Mais il semble cependant que ce soit le manuscrit de Bakhshali, découvert dans l'actuel Pakistan, qui soit la première apparition de ce symbole. La datation n'est pas très précise, mais différentes tentatives nous apprennent qu'il aurait été rédigé entre le 3e et le 9e siècle de notre ère.
L'efficacité de la notation positionnelle, alliée à la relative simplicité des symboles du système de numération indien, vont alors grandement aider à sa diffusion. Et les différentes voies commerciales vont lui permettre de conquérir le Moyen-Orient, où il sera adopté par les plus grands scientifiques et astronomes de l'époque pour leurs calculs, et de nombreux ouvrages lui seront dédiés. Mais il faudra attendre la fin du XIIe siècle pour qu'un riche marchand italien du nom de Leonardo Bigolo de Pise découvre au cours de ses voyages ces fameux chiffres indiens dans les manuscrits arabes. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, sachez qu'il est plus connu comme étant le fils de Bonacci, ou en raccourci, Fibonacci. Si vous voyez de qui je parle, c'est que vous avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse suite de Fibonacci. Cette dernière apparaît dans son livre intitulé Liber Abaci. Elle peut être prolongée en additionnant les deux derniers nombres de la suite pour trouver celui qui vient juste après et décrit une population fictive de lapins au cours du temps. On aura donc dans cette suite les nombres suivants 1, 2, 3, 5, 8, etc. Cette suite est relativement simple à calculer et a été justement utilisée par Fibonacci pour montrer la facilité des calculs à l'aide du système de numération indien. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque ce sont encore les chiffres romains qui étaient utilisés partout en Europe. En effet, au Moyen-Âge en Europe, de nombreux royaumes se sont formés suite à la chute de l'Empire romain et ont continué à utiliser ce système de numération qui leur était familier. Cependant, ces chiffres romains sont très loin d'être pratiques pour les calculs. Et Fibonacci voulait justement proposer de remplacer ces fameux chiffres romains par les chiffres indiens beaucoup plus simples à manier pour les calculs. Cependant, l'Église va vivement s'opposer à la diffusion et à l'utilisation de ce système indien. Il faut savoir en effet que Fibonacci les ayant découverts dans les manuscrits arabes, il en parle comme étant des chiffres arabes. Mais les guerres de religion et autres croisades dans lesquelles l'Église s'est lancée fait qu'elle verra d'un très mauvais œil ces chiffres venus du camp ennemi. Mais cette interdiction officielle n'empêchera nullement leur popularité croissante et leur utilisation dans le commerce. L'imprimerie, développée par Gutenberg en 1434, viendra définitivement imposer ces chiffres dits arabes, et les vétos ecclésiastiques seront enfin abolis au XVe siècle. Les royaumes européens ayant adopté ce système de numération vont alors largement contribuer à sa diffusion, soit via les voies commerciales, soit via l'établissement de colonies. Le système de numération que nous utilisons de nos jours est donc le direct descendant du système de numération indien, quelque peu modifié par les Arabes. Nous n'avons bien sûr fait qu'effleurer la liste des différents systèmes de numération qui ont existé au cours de l'histoire. Il nous faudra en effet plusieurs heures juste pour les passer en revue, et ce n'est pas le but de cette vidéo. Nous n'avons parlé de plus que des systèmes écrits, mais il existe également différentes façons de compter avec les mains. Certaines populations comptent avec les doigts des mains, et réfléchissent donc comme nous par paquet de 10. D'autres comptent les phalanges d'une main à l'aide du pouce et réfléchissent donc par paquet de 12. D'autres encore comptent les espaces entre les doigts et réfléchissent donc par paquet de 8. Nous pourrions également parler des Mayas qui comptaient avec leurs doigts de main et de pied et qui logiquement groupaient les valeurs par paquet de 20. Mais il existe également des sociétés qui n'avaient pas inventé de façon d'écrire les nombres, comme les Incas, et qui utilisaient des cordelettes sur lesquelles étaient faits des nœuds. Cette technique était utilisée par les plus hautes sphères de l'administration Inca pour la comptabilité et se nommait le quipu. Notre système de numération, qui est appelé aujourd'hui le système de numération indo-arabe, a petit à petit gagné le monde entier et s'y est fortement imposé. Mais malgré cette forte présence au niveau mondial, d'autres systèmes de numération continuent à être utilisés localement, comme par exemple la numération chinoise, également utilisée au Japon ou une de ses variantes en Corée. D'autres systèmes ont continué à perdurer dans le temps sous forme de reliquats, malgré la disparition des civilisations qui les ont créés, comme par exemple les chiffres romains que l'on utilise pour décorer les horloges, ou du système babylonien qui persiste dans notre découpage du temps et des angles. Mais ces systèmes qui ont disparu avec les civilisations qui les ont créés étaient parfois très en avance sur leur époque. Sans rentrer dans les détails, je peux par exemple vous parler de la tablette babylonienne nommée Plimpton 322 et dont la rédaction est datée de 1800 avant notre ère. Cette dernière contient des tables de calcul trigonométriques plus d'un millénaire avant celles écrites par le grec Hipparque. Ce dernier est considéré comme le père de la trigonométrie, mais les calculs babyloniens sont plus précis que ceux d'Hipparque grâce au système de numération qu'ils utilisaient. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre façon de compter est le résultat de millénaires de variations dans la façon de concevoir les nombres, mais aussi de conceptualiser les quantités. Elle nous semble totalement logique et naturelle car le monde entier la connaît et l'utilise de nos jours, mais elle n'est pas forcément la meilleure ou la plus simple. Et il n'y a pas si longtemps, l'émergence de l'informatique a grandement bousculé les choses, en nous forçant à repenser la façon de représenter les nombres, notamment à l'aide de courants électriques. Et voilà, nous sommes à la fin de ce deuxième épisode, je vous remercie de l'avoir regardé, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.